l'honneur d'accueillir Madame Catherine Cesarski, qui est membre de l'Académie des sciences et ancienne haut-commissaire à l'énergie atomique de 2009 à 2012. Nous vous remercions d'abord d'avoir accepté notre invitation et de vous plier à cet exercice en dépit des nombreuses activités que vous continuez à exercer. Nous avons souhaité entendre au sein de notre commission d'enquête les différents hauts-commissaires successifs qui se sont succédés à la fois pour recueillir leur avis sur l'objet des travaux de la commission d'enquête et leur témoignage sur le mode de gestion des dossiers sur lesquels ils ont été, le cas échéant, consultés. C'est donc au titre de vos anciennes fonctions de haut-commissaire exercées de 2009 à 2012 que nous vous entendons. Mais bien entendu, nous sommes également intéressés par l'ensemble de vos réflexions sur le domaine que nous étudions et le regard scientifique que vous pouvez porter sur les évolutions intervenues depuis la fin de votre mandat au sein du Haut Commissariat. Membre de l'Académie des sciences et vice-présidente du CERN, vous suivez en effet et portez sans doute un jugement scientifique sur elle. C'est vrai que nous avons reçu deux de vos prédécesseurs deux de vos successeurs précédemment à vous, et que nous avons eu pour chacun d'entre eux des points de vue assez opposés de ce que pouvait être la fonction ou de l'utilité de la fonction de haut-commissaire. Peut-être que c'est un premier point sur lequel nous pourrions vous entendre en forme de juge de paix, peut-être. Voilà. Avant de vous laisser la parole, il me revient simplement, en application de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, de vous demander de bien vouloir prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous invite donc, en conséquence, avant de prendre la parole, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Ben écoutez, je vous laisse la parole. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour allumer le micro. Voilà, voilà, parfait. Est-ce que je pourrais vous demander, je voudrais savoir qui vous êtes parce que là, moi, j'arrive pas à lire vos... Pardon, voilà, donc moi-même, Raphaël Chêne-Merger, donc député, je préside cette commission d'enquête, et à mes côtés, Antoine Armand, député de Haute-Savoie, qui rapporte cette commission d'enquête. Voilà, très bien. Et puis, voilà, ok. Bien, donc, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, d'abord, merci de me recevoir, merci de votre intérêt. Je vais commencer par rappeler un petit peu mon parcours. Je pense que c'est utile, j'ai vu que de nombreuses personnes l'ont fait. Donc, j'ai né en France, j'ai vécu à l'étranger jusqu'à presque 30 ans. Donc, j'ai fait mes études en Argentine et puis j'ai un doctorat de l'université de Harvard et j'ai travaillé aux États-Unis avant de rejoindre le CEA en 1974. C'est là que je suis venue en France. Donc au CEA, mon doctorat est en astrophysique et ma carrière, mon sujet, ma passion, c'est l'astrophysique. Le nucléaire, c'est très intéressant, mais moi, je suis une astrophysicienne avant tout. Donc au CEA, je faisais de la théorie pendant une dizaine d'années, mais je me suis ensuite dédiée à faire des expériences spatiales. Et on m'a confié la direction du groupe d'astrophysique du CEA, ce que j'ai pris en 85 jusqu'en 94. Et puis là, à ma grande surprise, on m'a demandé de prendre la direction des sciences de la matière, c'est-à-dire toute la recherche fondamentale au CEA en physique et chimie. C'est-à-dire, c'était 1800 personnes à l'époque, enfin c'était une grosse direction. Et voilà, donc ce qui m'a, pour la première fois, mis au contact proche des autres choses qui se faisaient au CEA, puisque nous avions une réunion hebdomadaire avec Yannick Descata, que vous avez vu, et que chacun racontait ce qu'il faisait. Donc j'ai eu 5 ans où j'ai fait ça, et où donc j'ai pu voir les problèmes et les vicissitudes, je dirais, et les succès de l'énergie nucléaire au CEA. J'étais encore à ce poste lorsque je me suis proposé la direction générale de l'ESO, qui est l'Observatoire européen austral. Vous savez que les Européens au Chili, dirigé depuis l'Allemagne. Et c'était évidemment
trop intéressant pour ne pas y aller. Et donc, j'ai fait ça pendant 8 ans. Et quand je suis rentrée, autre surprise, donc j'ai eu un coup de fil du cabinet du Premier ministre. C'était François Jacques qui m'a appelé. Il était à l'époque là-bas, c'est marrant comme le monde est petit, et qui m'a proposé de venir au commissaire. Effectivement, je ne m'y attendais pas du tout, de même que pour les autres postes que j'ai eus, chaque fois c'était une grande surprise. Mais là encore, c'était pas facile de ne pas accepter, bien entendu, et donc j'ai accepté, je dirais même avec enthousiasme. Donc voilà comment je suis devenue au commissaire. Et donc, quel est le rôle du haut-commissaire? Je vous ai envoyé le petit document qui le dit. En particulier, l'EHC assume la charge de conseiller scientifique et technique auprès de l'administrateur général. C'est la première chose qui est dite. Et donc, il est le conseiller de l'AG. Il est assisté par un conseil scientifique. Il n'est pas dit ici, mais il préside aussi un conseil de visiteurs, un comité de visiteurs, chose qui pour moi était très simple parce que c'est moi qui ai introduit en fait au CEA les comités de visiteurs, d'abord en astrophysique, puis à la direction des sciences de la matière, et donc finalement l'ensemble du CEA l'a adopté. J'étais plutôt familière avec ce genre de choses, extrêmement, je dois dire. Et puis, on a donc beaucoup d'activités liées à l'enseignement, beaucoup de contacts avec le monde des universités. En fait, on est à la tête des échanges entre le CEA et le monde des universités. Et de nombreuses choses de ce type qui vous ont été dites par les autres candidats que vous avez vus, les autres hauts commissaires que vous avez vus. Et alors, après ça, comment ça se passe? Eh bien, je dois dire que chaque couple, c'est vraiment des couples, chaque couple fonctionne de façon différente. Et je ne vais pas m'amuser à vous raconter ce que faisaient les autres. En plus, ce n'est évidemment pas ce que je devrais faire, mais je le sais très bien. Mais vous dire comment ça se passait dans mon cas. Alors, moi, j'étais avec Bernard Bigot. Bernard Bigot, je le connaissais bien et il a fait semblant de me recevoir les bras ouverts, mais on avait eu des points positifs et des points négatifs. Enfin, je ne vais pas trop en parler ici. Mais on pouvait s'entendre, en tout cas. Mais en fait, j'ai rapidement appris que lui, juste avant moi, avait été au commissaire. Et il était au commissaire qu'on lui a demandé de devenir administrateur général. Et il a accepté au début à la condition d'être aussi au commissaire. Donc je pense que c'est intéressant pour la recherche que vous faites. Son désir, c'était de mettre les deux positions en une seule. Alors pourquoi? Parce que le haut commissaire, évidemment, c'est ce qui vient. Vous savez que le premier, c'était Joliot. Il y a cette figure de grand scientifique. Et ça lui plaisait beaucoup d'ajouter à toute la liste de choses importantes qu'il avait l'idée qu'il pouvait se démontrer comme étant un grand scientifique. Voilà. Donc, il m'a franchement vu arriver d'un mauvais œil, de ce point de vue-là. Et on a rapidement compris que pour ce qui était le conseiller, ça marchait très bien. Et je l'ai vraiment conseillé à fond, parce que une chose importante dans ce couple, c'est évidemment s'il y en a un qui veut être le calife à la place du calife, il y a des gros problèmes. Et moi, ce n'était pas mon cas, du tout. Donc, j'ai complètement joué le jeu de le conseiller. Et de ce point de vue-là, on a eu des relations extrêmement suivies. On se voyait une fois par semaine. Tous les deux, on travaillait la nuit. On se téléphonait entre minuit et 2 heures du matin, pratiquement au moins une fois par semaine, sinon 2. Et je peux vous dire que toutes les affaires du CEA et même d'autres, on les discutait. Et mes désaccords, je les lui donnais. Tout ça, ça se passait très bien. Par contre, quand c'était avec d'autres personnes, alors il ne supportait pas que je sois, comme disait mon directeur de cabinet, dans la lumière. Et donc, me mettait des bâtons dans les roues, parfois de façon extrêmement désagréable. Et la pire de toutes, peut-être, c'est après l'accident de Fukushima, le CEA a mis en place un grand groupe pour étudier qu'est-ce qui s'était passé dans cet accident et comment le prévenir. C'était évidemment la chose importante à faire. Et il a refusé que ni moi, ni quelqu'un de mon cabinet puisse participer. Alors vous pouvez vous imaginer à quel point c'était proche
de ce qui m'intéressait et ce que je considérais mon rôle, et donc j'étais absolument outrée avec ça. Ce qui fait que quand je suis arrivée au bout des 3 ans, il a été quand même obligé de me demander, je suppose à la demande du gouvernement, si je souhaitais faire un 2e mandat. Et à son grand soulagement, j'ai dit non. Parce que lui, entre-temps, avait été renommé administrateur général, et 3 ans de plus dans cette situation, je n'avais pas envie, c'était vraiment pas la peine de m'embêter avec ça. Voilà. Ceci dit, bon, peut-être que 2 choses que je voulais dire aussi, c'est qu'entre les désaccords, il y avait ce qui se passait à la direction de l'énergie nucléaire, où il avait mis tout à fond, et je reviendrai là-dessus, pour Astrid. Et pratiquement, il interdisait à cette direction de faire autre chose qu'Astrid. Alors que, moi, je trouvais extrêmement important qu'il continue à y avoir des études sur plein d'autres aspects, par exemple, qu'Astrid, en particulier, même des choses qui étaient nécessaires pour Astrid, ses combustibles, son cycle, etc. Et je discutais beaucoup avec les scientifiques de la direction, mais je n'ai pas réussi à le convaincre, ni lui, ni évidemment le directeur de la DEN, Christophe Béard, qui ne pouvait que faire ce que Bernard lui demandait de faire. Et je pense que ça a été une erreur, et je pense que c'est lié quand même un petit peu aussi aux décisions actuelles. Je lui donnais aussi beaucoup de conseils pour ITER, puisqu'évidemment, je venais de diriger moi-même une organisation internationale du même type pendant 8 ans. Et ça, il était très preneur. Voilà. Donc, pour moi, ce fut une période intéressante et enrichissante. J'ai eu d'excellents contacts au CEA, où j'étais très bien reçue déjà comme directrice des sciences de la matière, encore plus comme commissaire. Et puis à l'extérieur, dans le monde académique, dans les ministères et chez les industriels. Je me suis vue confier quelques actions de tous les côtés. Je voyais régulièrement des gens comme Anne Lauvergeon, je voyais de temps en temps Proglio, Bestralet, et très régulièrement Pierre-Franck Chevet, qui était donc à l'époque la personne en charge au ministère. Donc de ce point de vue-là, par rapport aux autres, j'ai l'impression que j'étais plutôt mieux lotie. Je vous avais passé un papier avec quelques-unes de mes actions. Je ne vais pas relire tout ce papier, mais simplement peut-être en citer une ou deux. Une chose qui est peut-être importante, c'est que très peu de temps après mon arrivée, il y a eu la commission Juppé-Rocard qui a donné lieu au rapport Investir pour l'avenir, le début des investissements d'avenir. Et j'ai été très active à cette commission. J'ai participé d'abord à toutes les propositions liées à la recherche. Nous avions fait un petit groupe entre les 3 autres représentants du monde de la recherche. Et comme vous savez, beaucoup d'argent a été obtenu pour la recherche. C'est un énorme succès. Mais dans l'axe 4, développer les énergies décarbonées, j'ai rédigé toute seule, parce que personne n'a voulu aider. Et vous savez qu'il y avait Édouard Philippe dans ce comité, qui à l'époque travaillait à Areva, mais surprenant, il n'a pas du tout souhaité participer. Développer les énergies. J'ai fait des propositions relatives à l'énergie nucléaire, évidemment, avec ce qui se faisait à l'époque, c'est-à-dire de l'argent pour le réacteur Jules Horowitz et pour le projet Astrid. Et j'ai obtenu 1 milliard, dont 100 millions en fait pour l'ANDRA, pour des activités de recherche sur le traitement des déchets radioactifs. Évidemment, c'était une très belle façon pour moi de commencer mon poste de haut-commissaire. Mais par ailleurs, j'étais très intéressée par les énergies alternatives, j'ai toujours été, et j'ai beaucoup poussé les énergies alternatives pendant que j'étais haut-commissaire aussi. J'en ai fait la pub, si j'ose dire. J'ai beaucoup travaillé sur les synergies entre le CEA et en particulier, j'ai essayé d'en créer sur ce sujet. J'ai fait des séminaires pour les plus hauts niveaux du CEA sur les énergies alternatives, qui jusque-là étaient un petit peu dans un coin, personne n'en parlait. Donc, lorsqu'on a eu le comité Juppé-Rocard, ça je l'ai fait après, en fait, puisque là c'était au début, j'ai aussi beaucoup poussé les énergies alternatives, qui ont obtenu 1,5 milliard.
Mais on pouvait inviter des gens pour parler, et j'ai fait venir des gens du CEA. Je leur ai démontré qu'au CEA, on faisait des études très intéressantes. Il y avait l'INES en particulier sur le solaire, etc. J'ai fait venir Jean Terme, qui a été très bien reçu. Donc, le comité a fini en disant qu'il faudrait qu'il y ait un lieu qui se fédère un peu, ou en tout cas qui impulse les recherches sur les énergies alternatives. Et vous savez qu'en même temps que les résultats du grand emprunt, il a été annoncé que le CEA devenait le CEA aussi aux énergies alternatives. Donc, je sais que mon successeur a trouvé que c'était très mal. Moi, au contraire, je peux vous dire que j'ai agi dans ce sens. Et j'étais très contente quand ça a été fait, parce qu'à un moment donné, Juppé souhaitait en fait créer un autre organisme qui ferait ça. Et évidemment, j'ai tout fait pour que ça n'arrive pas. Bon, j'étais certainement pas toute seule, mais disons que j'ai joué là-dessus. Voilà. Bon, ensuite, j'ai créé un Institut international de l'énergie nucléaire, un accès unique à la formation française en énergie nucléaire. J'en reparlerai rapidement après. Ensuite, à l'époque, une grande discussion, c'était en dehors de l'EPR, qu'est-ce que la France pourrait essayer de construire et d'offrir. Et il y avait, vous l'avez entendu maintes fois, une grande rivalité entre Areva et EDF. Et Areva donc poussait un projet qui s'appelle Atmea, développé avec les Japonais, qui était une espèce de petit EPR. Et pendant ce temps, EDF souhaitait en fait reprendre les réacteurs de deuxième génération, c'est-à-dire avec moins de sécurité, les rendre un peu plus sécures et essayer de vendre ça et de devenir le grand constructeur de ça. Et je pense que même dans leur tête, ils pensaient que même en France, on pourrait peut-être plutôt faire ça que de faire des EPR. Donc, en tout cas, tout le monde était d'accord qu'il fallait pouvoir offrir pas seulement un EPR de 1,6 gigawatts, mais quelque chose d'à peu près 1 gigawatt. Donc, il y avait Atmea, il y avait le projet EDF, il y avait d'autres choses. On m'a demandé de faire un rapport là-dessus. Voilà, donc j'ai fait un rapport. Ça m'a permis effectivement aussi de discuter avec tous les plus hauts niveaux dans tous ces projets, au plus haut et au plus bas niveau, en fait. Et ça a été extrêmement intéressant. Maintenant, ça n'a pas servi à grand-chose parce que tout ça, je dirais surtout à cause de Fukushima, est tombé à l'eau. Bien. Bon, j'en ai cité d'autres. Je devrais vous dire que je ne suis plus vice-présidente du CERN depuis longtemps. Hein. Bon, maintenant, je m'occupe d'un nouveau projet de construction du plus grand radiotélescope du monde, dont je suis la présidente, et c'est ça mon activité principale. Voilà. Le CERN reste en arrière. Au milieu, je me suis occupée plutôt du spatial. J'ai beaucoup fait de spatial. Voilà. Donc, voilà pour le HC. C'est un peu trop long probablement, mais en général, comme je m'en suis tenue à votre questionnaire, je pense que je vais quand même tenir dans les temps. Je vais ne vous en faites pas pour le timing, voilà. On n'est pas contraint. Je vais continuer à garder votre questionnaire comme guide, tout simplement. Donc, ça simplifiera les choses pour tout le monde. Donc, vous me demandez, lors de ma prise de fonction, quel jugement je vais porter sur les activités du CEA. Alors, en 2009, quand je suis arrivée, tout était simple. La France était fière de son énergie nucléaire. Un modèle de réacteur avec sécurité accrue avait été étudié, l'EPR. Sûreté, pardon, pas sécurité, sûreté. Et le premier EPR était en construction, même s'il y avait déjà quelques déboires avec cette construction très très vite. Vous savez qu'il y a eu des problèmes avec le radier, mais on ne pouvait pas présager qu'il y aurait des problèmes qui sont arrivés par la suite. Donc à l'époque, le CEA à l'Andra suivait à la lettre les lois de 1991 et de 2006. La loi de 2006 avait fait que l'enfouissement des déchets était acté. Le projet CIGEO se poursuivrait donc. En codicile, je dirais, à la loi de 2006, juste avant ou juste après, Jacques Chirac avait annoncé la construction d'un réacteur à neutrons rapides pour 2020. Ce qui, effectivement, présageait Astrid. Et donc, le CEA, bon, il n'était pas tranquille parce que ce n'était pas facile à faire du tout, mais en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était occupé, et même très occupé.
Alors, la construction du réacteur Jules Horowitz, dont j'avais entendu les prémices quand j'étais directrice des sciences de la matière. C'était encore Descata qui a vraiment lancé les idées de la nécessité de construire le réacteur Jules Horowitz, qui était nécessaire pour les études de matériaux et de combustibles et pour la production de radioisotopes pour la médecine. Et ce deuxième aspect est devenu de plus en plus important, d'ailleurs. Donc, finalement, ça a été accepté. J'ai écouté un petit peu donc, vous savez que ça a été accepté plus tard, et la construction a été commencée quand je suis arrivée. Et c'était trop tôt pour se rendre compte qu'il y aurait tellement de problèmes. Donc, quand j'y étais, on a eu une grande cérémonie de début de construction sur place avec le Premier ministre. J'ai pris l'hélicoptère avec lui. Enfin, tout baigne. Tout baigne. Alors, la seule difficulté moi j'ai trouvé depuis le début, moi qui ai l'habitude de présider ou de participer à la construction d'infrastructures de recherche, c'était cette date trop rapprochée de mise en route. J'ai trouvé que 2020 c'était trop tôt. Mais en fait, ça a été corrigé assez rapidement pour dire que pour 2017, on ferait un avant-projet détaillé. Et c'est effectivement ce qui a été fait. Donc, de ce point de vue-là, le CEA a complètement tenu le pari. Bien. Alors ensuite, vous me demandez comment je définis la souveraineté énergétique, etc. Bon. N'ayant pas vécu en France avant pratiquement 30 ans, je suis beaucoup moins forte en rédaction et ce genre d'exercice que la plupart d'entre vous. Et j'ai vu les réponses des uns et des autres, dont quelques-unes excellentes. Je dirais que ma préférée, c'est celle de Pascal Colombani, et je ne vais pas essayer de faire mieux. Voilà. Je n'ai rien de nouveau et d'aussi éloquent à dire que ce qu'il a dit. Mais alors, par contre, ce que vous voulez, ce que je vous raconte, c'est un peu l'historique et comment étaient les choses à ce moment-là. Donc, votre question suivante, c'est quelle place avaient les concepts de souveraineté et d'indépendance énergétique dans la politique énergétique française pendant l'exercice de mes fonctions de haut-commissaire? Eh bien, ça allait de soi. C'était dans la tête de tout le monde, mais tout le monde pensait on doit l'avoir et on l'a, et on l'aura. Alors, si elle faisait partie des priorités, de quelle façon cette thématique était-elle traitée? J'ai pensé que ce que je pouvais vous raconter à cette occasion, c'est les comités de politique nucléaire. Parce que les conseils de politique nucléaire. Parce que donc une autre chose qui a eu lieu dans cette époque, c'est que sur les années 2009-2010, s'est réuni 7 fois le Conseil de politique nucléaire. Donc là, c'était vraiment la discussion au plus haut niveau de la République, puisque le président Sarkozy était lui-même présent à toutes ces réunions. Je ne suis pas complètement sûre que le Premier ministre était toujours là. Il y avait évidemment de nombreux ministres, il y avait les industriels, il y avait évidemment l'autorité de sûreté, il y avait évidemment l'administrateur général du CEA, il y avait moi. Et je pense qu'en vous racontant ce de quoi on parlait, je répondrai à votre question et plus. Donc, je peux vous dire que la toute première réunion, le sujet, c'était prolongement de la durée des centrales au-delà de 40 ans. Parce qu'il avait déjà été décidé de les prolonger, oui. Du coup, dans votre mémoire, c'est quand cette première réunion? Parce que c'est intéressant. C'est en 2009, mais je ne vais pas vous donner le mois exact. Oui, non, mais 2009, c'est déjà suffisamment précis. Toutes ces réunions étaient en 2009 et 2010. Je pense que ça doit être à peu près les 4 premières en 2009 et les 2 autres en 2010. Donc tout ça était en 2009. Et ça correspond à l'interruption des comités à l'énergie atomique. Après, quand on parlera des comités à l'énergie atomique, je vous l'avais écrit, vous verrez, il y a eu une grosse interruption, parce qu'évidemment, quand on faisait le CPN, on ne faisait pas le comité à l'énergie atomique. Donc, dans cette réunion, on a
discuté de la nécessité de pouvoir aller au-delà, à 50 ans ou 60 ans, de comment est-ce qu'on s'arrangerait, est-ce qu'on aurait suffisamment d'énergie, ça marcherait pourvu que les centrales fonctionnent suffisamment longtemps chaque année, donc de grandes discussions, et je dirais quelques discussions pas toujours douces envers l'autorité de sûreté qui empêchait les centrales de tourner. Mais très intéressant, et je pense qu'il répond complètement à votre question, c'est que donc on discutait sur la base d'un graphique, dont je me souviens très bien, sur qui allait jusqu'à très très loin, comment ferons-nous pour avoir de l'énergie nucléaire. Et donc on voyait que si on ne pouvait pas prolonger les centrales, il fallait tout de suite commencer à en construire d'autres. Si on pouvait les prolonger, on pouvait attendre 2027, mais qu'en 2027 ou même 2026, il faudrait continuer, et il y avait un maximum entre 2033 et 2035. Donc c'est intéressant parce que vous voyez que c'est ce à quoi on arrive. Donc c'était là tout à fait l'intention de faire ça, de construire des EPR. Et voilà. Donc on y pensait au moins. Par contre, on n'a pas discuté du tout de neutrons rapides. La deuxième réunion était sur le programme EPR. Donc, le deuxième EPR, la construction était entamée. Et la question à ce moment-là, c'est d'en faire un troisième, à Penly. Vous vous rappelez peut-être, dont on reparle maintenant. Donc, celui de Penly, le président souhaitait que ce soit EDF qui le fasse, parce qu'évidemment, il y avait tout de suite les bisbilles habituelles entre EDF et Areva. EDF qu'il fasse, et avec des partenaires différents, et il voyait comme partenaire GDF Suez, qui à l'époque s'intéressait beaucoup au nucléaire, et peut-être même Total. Et puis, l'autre discussion, et ça semblait presque à l'époque aller de soi qu'on irait vers ce deuxième. Et puis, un troisième, on avait trouvé que ce n'était pas urgent si la disponibilité du parc était à la hauteur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et le troisième, est-ce qu'il fallait en faire un de 1 gigawatt pour en avoir fait un et pouvoir essayer de les vendre? Parce que la grande préoccupation, et c'est ce qu'on va voir dans les réunions suivantes, à l'époque, en France, c'était, pour la France, on pensait, bien, tout est réglé, hein, on va faire des EPR, on va peut-être faire autre chose, et on continue, etc. Ce qu'on voulait, c'est en plus vendre à l'étranger. Et la grande préoccupation, et vous le savez très bien, vous en avez déjà entendu parler, c'était lorsque la France n'a pas gagné le fameux contrat des Émirats arabes unis et que la Corée les a dévancés. Ça a été une gifle terrible, et probablement la raison pour laquelle... En fait, probablement, non, je dirais plus que ça. Parce que quand cela est arrivé, il y a eu tout un comité qui a répondu à des tas de questions. Il y a l'étude de tout ça. Il a été décidé de créer le CPN. J'aurais dû commencer par ça. Donc, à la suite des travaux de cette commission. Donc... Alors, attendez, que je comprenne bien, je me permets de vous interrompre. Donc le Conseil de politique nucléaire, qui est cette réunion présidée par le président de la République, dont vous nous dites qu'il s'est réuni 7 fois pendant la période pendant laquelle vous étiez haut commissaire, il a été créé suite à l'échec de la commercialisation de centrales en Arabie, aux Émirats arabes unis. Abu Dhabi. D'accord. Voilà. Suite à ça. Mais comme vous voyez, et vous allez voir qu'il s'est rapidement occupé d'affaires internationales, mais il a commencé par prendre les affaires importantes, et en particulier, c'est pour ça que ça répond directement à votre question, la première thématique, c'était aurons-nous de l'énergie pendant longtemps, de l'énergie nucléaire pendant longtemps. La première réunion, c'était ça. Et évidemment, ce n'est qu'une fois que l'on peut répondre à cette question qu'on peut regarder les autres. Tout le monde en était conscient. Hein. Première priorité, ça restait quand même, évidemment, la France. Voilà. Donc, à cette réunion aussi, on a parlé des déboires de Flamanville, mais du premier EPR, mais c'était quand même très tôt. Et à l'époque, tout le monde était confiant que, d'accord, en 2013, il fonctionnera, quoi.
La troisième réunion était stratégie nationale face à la relance du nucléaire. Parce qu'évidemment, il y avait une impression de relance du nucléaire dans le monde entier, et donc la France voulait absolument vendre du nucléaire à l'étranger. Donc, il a été décidé d'avoir une meilleure coordination entre les acteurs étatiques, de renforcer l'offre commerciale d'ingénierie et d'assistance pour que les pays souhaitant avoir une centrale aient besoin de s'adresser déjà de façon informelle à des Français qui les orienteraient discrètement vers l'offre française. Et Alain Bugard, ancien haut-commissaire, s'est empressé de créer une société qui s'occuperait de faire ça, dont il était, lui et d'autres, mais tout à fait indépendante. Et puis, il était aussi question à l'époque de construire une usine de retraitement en Chine. Donc là, il y avait des discussions sur, attention, qu'est-ce que l'on peut... Le problème avec la Chine étant toujours... là, on ne va pas leur expliquer tout ce qu'on fait, etc. Bon. La quatrième réunion était sur la formation. Tout le monde était conscient de l'importance de la formation, mais cette fois-ci, c'était plutôt la formation des étrangers. Parce qu'évidemment, une autre façon d'attirer les étrangers, c'était de former les futurs cadres qui ensuite, tout naturellement, se tourneraient vers la France pour acheter. Et je dois dire que je pense qu'ils avaient complètement raison. Donc, il a été demandé une instruction approfondie d'un projet d'école ou d'université internationale du nucléaire que l'on pourrait annoncer avec une conférence internationale qu'on ferait à Paris en mars 2010. Et donc, ça, cette action, elle m'a été confiée. Et donc, je m'en suis occupée et j'ai donc créé cette école, Institut international de l'énergie nucléaire, I2EN. Le cinquième, on a parlé des fonds dédiés au démantèlement pour le CEA. On a trouvé une solution qui, depuis, s'est avérée pas bonne. Il y en a déjà eu une autre, mais enfin, c'est un autre problème. Et la sixième était dédiée à cette conférence internationale pour l'accès au nucléaire civil. Et c'était pour aider les pays débutants, faire avancer les initiatives françaises et présenter l'I2EN et l'offre de formation de la France. Donc moi, j'avais donc un calendrier serré, puisque tout devait être prêt pour cette date, où j'ai pu présenter l'I2EN au monde nucléaire entier. Et la septième était sur le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, état d'avancement, et une demande de restructuration suite aux demandes d'indication de l'OPEX, qu'il avait étudié avec détail et demandé des simplifications avec des conseils extrêmement utiles que tout le monde a pris, je dirais même avec plaisir et intérêt. Voilà pour le CPN. Donc ensuite, vous me demandez quel était l'état du suivi de la sécurité d'approvisionnement du combustible nucléaire. Eh bien, je n'en ai pas entendu parler, comme bien d'autres. Ce n'était pas une préoccupation. On était sûr d'en avoir beaucoup, plein pour toujours, sans problème. J'ai eu à rencontrer des gens du Kazakhstan, parce que c'est le moment où la France a commencé à acheter au Kazakhstan. Voilà, des choses comme ça. C'était... Alors, 7. Vous me demandez comment jugez-vous la chaîne de décision publique en matière de politique énergétique. Alors, lorsque j'étais HC, j'ai trouvé que justement l'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, était très au courant, vraiment très au courant, et écrivait d'excellents rapports sur presque tous les sujets. Je dois dire qu'il y a des fois où j'ai pris des sujets, moi j'ai fait un rapport en tant que haut-commissaire, et ils m'ont doublé, et je trouvais que le leur était peut-être aussi bien, sinon meilleur que le mien. Donc je tiens à le dire parce que je ne sais pas si cette tradition a continué. À l'époque, on avait évidemment des gens tels que Bataille, etc., vraiment très, très intéressés, mais pas que lui. Tout un groupe de gens très au courant. La DGEC, pareil, Pierre-Franck Chevet, évidemment, qui ensuite est devenu autorité de sûreté, donc au top. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Je ne suis pas là pour le commenter. Ensuite, durant mon mandat de haut-commissaire, combien de fois le comité à l'énergie atomique civile a-t-il été réuni? La réponse, c'est 6 fois. Donc la première fois, c'était le 7 mai 2009. Là, on a discuté les recherches en microélectronique, microsystèmes et nanotechnologie.
Donc, à ces réunions, on demandait l'avis du haut-commissaire, et je vous ai passé un papier où j'ai mis tous mes avis du haut-commissaire, si ça peut vous intéresser. Dans ces réunions, on avait souvent le ministre ou les ministres en charge. Donc, c'était quand même en leur présence. Et parfois, ils disaient qu'ils allaient suivre ou voulaient discuter à la suite et revenaient pour discuter certaines des choses que j'avais dites. Donc, encore une fois, pour vous dire que moi, je ne me sentais pas prise pour... je me sentais quand même assez reconnue quand j'étais à ce poste. Donc, ensuite, il n'y en a pas eu jusqu'au 4 novembre 2010. Et je pense que justement à cause du CPN. Donc, le 4 novembre 2010, c'était sur les projets nouvelles technologies de l'énergie du CEA et sur les nanotechnologies au CEA, et en particulier la microélectronique. De nouveau, parce que, comme vous le savez, c'est devenu un sujet importantissime au CEA et un grand succès. Ensuite, le 29 septembre 2011, sur la sûreté nucléaire. Parce que, qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, le 11 mars 2011, moi, j'étais au Japon en train de visiter Rokashomura. Je visitais Rokashomura, qui était l'endroit où les Japonais avaient entreposé leurs déchets nucléaires, en attendant peut-être de les retraiter, puisqu'ils étaient en discussion avec la France pour installer une plante de type La Hague au Japon. Et c'est aussi pour ça que j'y étais allée. Donc, dans la matinée, nous avons visité, j'ai vu à midi, on déjeune, et tout à coup, la salle où on déjeune se met à secouer dans tous les sens, et c'était le fameux tremblement de terre. Donc, j'ai eu de la chance que ça ne s'est pas passé le matin quand j'étais en phase d'essai nucléaire. Je vous le dis quand même, j'aurais pas trop aimé. Bon, alors là, c'était pas très gai non plus, mais voilà. Donc, je vous raconte pas la suite de mes aventures, il y en a eu pourtant. Mais évidemment, je suis rentrée en France pour trouver une situation du nucléaire complètement transformée en France et dans le monde. Et donc, vous le savez, il y a l'avant Fukushima et l'après Fukushima, et c'est complètement différent. Donc, évidemment, les deux comités à l'énergie nucléaire suivants étaient sur la sûreté nucléaire. Et surtout, sur tout ce qui a été fait en France pour rendre encore plus sûrs nos réacteurs. Bien que nous étions au départ pas du tout dans une situation comme celle de Fukushima, mais on a rajouté tranche sur tranche. EDF a dépensé beaucoup d'argent, mais avec raison. Personnellement, je suis très pour. Et on a complètement, je pense, démontré que nos centrales étaient sûres, sont devenues encore plus sûres et peuvent faire face à presque n'importe quoi. Donc, ensuite, le 10 janvier 2012, l'Organisation de la recherche et développement nucléaire au CEA. Pour moi, ça a été l'occasion de dénoncer le manque d'ouverture d'EDF vers le CEA pour ce qui était du suivi des réacteurs en cours. EDF faisait appel au CEA quand eux considéraient qu'ils avaient un problème. Mais sinon, là, on discutait de choses tripartites, on avait et de créer un laboratoire commun, parce que j'avais vu, par exemple, que nous avions au CEA des spécialistes de la corrosion. J'ai rencontré des gens qui me disaient des étoiles dans les yeux. Vous savez, moi, j'ai des étoiles dans les yeux quand je vous parle des astres. Je suis astrophysicienne. Des gens qui avaient des étoiles dans les yeux, ah, la corrosion. Qui vraiment savaient. Et ces gens-là étaient désespérés parce que pour avancer dans leurs travaux, ils auraient voulu voir ce que EDF mesurait dans ses centrales. Et EDF ne leur donnait pas accès. C'est complètement absurde. Et l'IRSN a décidé de lancer des études sur le vieillissement des matériaux, etc. Et ils ont exclu le CEA des groupes qui faisaient ça, alors que le CEA contenait de loin les personnes
les plus à même de le faire. Bon. Alors, un autre sujet qui avait été apparu comme pouvant être discuté, c'était les SMR, les petits réacteurs. Mais en fait, c'était apparu sur la liste et on avait décidé de ne pas en discuter parce que je ne sais pas pourquoi. À l'époque, ça n'intéressait personne, sauf moi. Donc, j'ai demandé à ce qu'on essaye de discuter les SMR, de vraiment y réfléchir et aussi d'essayer d'y réfléchir ensemble. Donc, suite à mon insistance, le CEA a bien mis en place un ingénieur du haut niveau qui avait travaillé sur la propulsion nucléaire, qui a fait des études sur les SMR. Et quand j'y étais, il y a eu une réunion sur les SMR. On a invité tous les industriels intéressés, chacun avec un peu leurs idées et leurs concepts. Moi, j'ai trouvé cette réunion absolument passionnante, mais ni le CEA ni les industriels ne voulaient le faire. Et donc, c'est tombé dans l'eau. Une occasion manquée que je regrette profondément. Bien. Alors, après ça, vous me demandez quels grands projets nucléaires ont été menés pendant l'exercice de mes fonctions. Alors, évidemment, le réacteur Jules Horowitz. Donc, j'ai déjà dit pourquoi, et qui était donc en construction, et sans que les gros problèmes qui sont apparus par la suite n'apparaissent. Et puis, évidemment, Astrid. Alors, je ne vais pas vous réexpliquer ce que sont les RNR. J'ai vu que plein de gens l'ont fait. Si vous voulez, je le fais, mais j'avais préparé des notes là-dessus, mais ou pas, je peux le faire de mémoire. Bon, donc, on devait faire un NRNR pour 2020, et c'est Astrid qui a été choisi, donc de rester avec la technologie du sodium. Mais ça ne veut pas dire qu'on était en train de refaire Superphénix. Astrid, je ne sais pas si on l'a suffisamment dit, avait quand même des améliorations technologiques extrêmement importantes par rapport à Superphénix, et en particulier pour la sûreté. Donc, bon, elle était conçue pour avoir un coefficient de vide négatif, c'est-à-dire que si quelque chose, s'il y avait une réaction en chaîne à laquelle qu'on n'avait pas pu éviter, elle se serait arrêtée toute seule. Si jamais elle ne s'était pas arrêtée, on y avait mis un récupérateur de corium, comme il y a dans l'EPR, et on pouvait donc étaler le corium, l'étaler, le refroidir et le confiner et ne pas laisser échapper la radioactivité. Enfin, on pourrait si on le faisait, si on le construisait. L'échangeur n'est pas un échangeur sodium-eau, parce que beaucoup de gens disaient le sodium et l'eau c'est dangereux, même s'il n'y a pas vraiment eu d'accident lié à ça pour l'instant. Mais c'était un échangeur sodium-gaz avec de l'azote, etc. Donc, c'était franchement un modèle bien plus intéressant que Superphénix, et quand même très différent, et qui, comme vous le savez, a été présenté à l'autorité de sûreté et a réussi à passer, ce qui est quand même très très fort. Parce qu'au début, les gens se causaient de la tête en se disant on n'arrivera jamais à le faire suffisamment sûr. Mais en fait, ils y sont arrivés. Voilà. Alors, sinon, j'ai préparé quelque chose donc sur quoi dire sur l'avenir. Là, je voudrais dire que, comme je vous l'ai bien expliqué, je ne suis pas une spécialiste du nucléaire, même si je suis donnée à fond pendant 3 ans, mais je n'ai pas non plus complètement quitté le sujet, parce que depuis 2012, justement, enfin, suite à Fukushima, ou peut-être même avant, on a créé à l'Académie un comité de prospective pour l'énergie, à l'Académie des sciences. Et j'y ai toujours participé. Et ce comité a émis de nombreux avis et recommandations au gouvernement, parce que l'Académie des sciences aussi donne des conseils au gouvernement. Et en général, j'adopte leur point de vue. Donc, quelques-unes choses que je vais vous dire, c'est évidemment en ligne avec ce qui est sorti de ce comité. Donc, la situation aujourd'hui, c'est que la programmation pluriannuelle de l'énergie a repoussé au siècle prochain le redéploiement des RNR. Comme stratégie d'attente, elle a décidé d'aller vers le multirecyclage du plutonium, du combustible usé dans les RNT, notamment dans les réacteurs EPR. Cette stratégie est destinée à maintenir l'expertise de la France en matière de R&D pour aller vers les RNR.
Elle peut stabiliser des quantités de combustible usé, mais ne conduit pas à l'autonomie énergétique telle que recherchée avec les RNR. Alors là, ça, c'est ce que nous disons donc au sein de l'Académie des sciences. Je rajoute quelque chose de personnel et qui vaut ce que ça vaut. C'est que cette stratégie me semble risquer de compliquer l'éventuel passage au cycle fermé et à l'utilisation des réacteurs rapides pour rendre l'énergie nucléaire soutenable. Ça fera un pas de plus dans cette chose très compliquée qui sera l'aval du cycle. Donc, voilà. Donc là, c'est moi qui parle. Si l'on renonce au cycle fermé et au nucléaire pérenne, tout est à repenser en France, depuis la philosophie des réacteurs à mettre en place jusqu'à surtout le devenir des déchets. Les décisions liées à l'énergie nucléaire en France devraient être prises sur le long terme. Et par le long terme, ça ne veut pas dire 20 ou 30 ans. En fait, c'est plus d'un siècle dans ce cas-là. Parce qu'il fallait pratiquement un siècle pour avoir réuni le plutonium et mettre en marche des RNR en quantité. Donc, à l'Académie des sciences et aussi celle des technologies, nous continuons à penser que la voie choisie jusqu'en 2018 au moins, celle du cycle fermé et du futur passage au réacteur à neutrons rapides, était la bonne, la même, à mieux, d'assurer durablement à la France un approvisionnement stable d'électricité décarbonée avec le moins de dépendance possible. Le projet Astrid s'inscrivait dans cette ligne et il faut reconnaître qu'avoir complété un avant-projet détaillé de ce réacteur, qui présente de bien meilleures caractéristiques de sûreté que les modèles antérieurs, est déjà une prouesse qu'il faut saluer et un acquis. L'urgence n'est peut-être pas de le construire, mais de bien finaliser l'étude des éléments afférents, les matériaux utilisés, les combustibles de leur fabrication, les détails de l'aval du cycle. Personnellement, je comprends la difficulté de lancer une telle construction au CEA, au moment où il y a des retards importants et coûteux sur les réacteurs RJH, sur le projet ITER et sur la construction de l'EPR à Flamanville. Alors, il me semble que personne ne l'a dit, et pour moi, ça crève les yeux quand même. Donc voilà, je voulais l'avoir dit. Il convient de montrer, en complétant le réacteur Jules Horowitz, que les compétences pour la construction de projets aussi importants est bien au rendez-vous et prêtes à être utilisées pour un ou des prototypes de RNR. Voilà ce que je dirais, moi, si j'étais gouvernante. Bon. Ou peut-être même administrateur général du CEA. Alors, ceci dit, tout n'est pas perdu, à mon avis. Une réflexion approfondie en France sur l'avenir à long terme du nucléaire pourrait ramener la possibilité de construire Astrid, peut-être en une version moins puissante, comme il a été envisagé. On a vu une série de décision rapide, peut-être qu'une décision plus réfléchie, peut-être finalement différente. Donc, sinon, le CEA étudie des concepts de SMR à neutrons rapides refroidis au sodium liquide, dont l'un, très innovant, intègre les avancées de recherche conduites dans le cadre du projet Astrid. D'autres possibilités de petits réacteurs à neutrons rapides méritent d'être étudiées, dont ceux utilisant des concepts innovants de combustible liquide dissous dans des sels fondus. Ces différents projets apparaissent aujourd'hui comme une voie permettant de maintenir jusqu'à la fin du siècle les connaissances sur les RNR et donc de préparer l'avenir si l'option du cycle fermé est maintenue. Le comité de prospective en énergie de l'Académie a émis une recommandation en ce sens récemment, écrite par 4 de ses membres, Robert Guillaumont, Marc Fontcave, qui est le président, Jean-Claude Duplessis et Sébastien Candel. Voilà. Ensuite, vous me demandez quelle était mon analyse lors de mon mandat sur les retards pris sur le chantier de l'EPR de Flamanville. Alors, comme je vous l'ai dit, il y avait des inquiétudes, mais pas trop fortes encore. Bon, j'avais fait un petit résumé sur tous les problèmes qu'il y a eu, mais je ne vais pas vous les raconter parce que vous le savez. Donc, je crois que je ne suis pas apte à commenter. Au vu de votre expertise, dans quel état jugez-vous la filière nucléaire française, y compris en comparaison internationale? Alors, je vous rappelle encore une fois que mon expertise n'est pas forcément dans ces sujets-là, en tout cas. Mais donc, je donne mes impressions. La France a certainement perdu des compétences du fait du grand espacement des projets. Il n'a pas été prêté suffisamment d'attention
à cette paire de compétences que je voyais poindre ou apparaître quand j'étais HC. Et à l'époque, je me suis appliquée à essayer de la freiner. Une des raisons de soutenir Astrid et de le construire au plus vite, à laquelle j'étais sensible, qui je crois n'a pas trop été présentée devant vous, était d'utiliser au mieux les compétences restantes. Je me souviens d'analyses détaillées du personnel que faisait Christophe Béard, directeur de la DEN. Personne à personne pour démontrer cela. Il disait, voilà, si on n'a pas fini à cette date, on n'aura plus un tel. Et si on n'a pas fini à cette date, on n'aura plus que, etc. J'ai échangé longuement avec les principaux porteurs de savoir. Il y avait un problème similaire à Areva. Là, les ingénieurs porteurs de savoir et d'expérience se plaignaient de n'être ni écoutés, ni d'avoir de bons déroulements de carrière. Ils se voyaient préférés au poste de décision et de direction des personnes plus charismatiques. Je me suis donc appliquée à favoriser les formations sur l'énergie nucléaire en créant l'I2EN, qui n'était pas que pour les étrangers, entre autres. J'ai aussi essayé de mieux faire travailler les uns avec les autres, par exemple en impulsant le laboratoire commun, EDF, Areva, CEA, etc. Enfin, je fais de mon mieux dans ce sens-là. Et aussi en essayant de rapprocher les équipes du CA et du CNRS sur les études de possibles réacteurs du futur. Parce qu'évidemment, le CNRS voulait continuer, il n'y avait pas Béard pour les en empêcher. Pour la comparaison des filières nucléaires, je n'ai pas approfondi la question, mais je pense que la Chine, qui est aujourd'hui de loin le principal constructeur de réacteurs nucléaires et qui en a construit en collaboration avec autant de producteurs étrangers que possible, en exigeant à chaque fois d'avoir accès aux brevets et au savoir-faire, doit être aujourd'hui le pays le mieux armé pour construire et pour vendre des centrales nucléaires. La Russie, ceci dit, demeure en excellente position sur ce sujet. Alors, lorsque j'étais HC, la Russie, il y avait une très bonne raison pour laquelle la Russie était mieux placée que les autres, c'est qu'elle proposait aux acheteurs de les débarrasser de leurs déchets. Alors que la France a une loi qui l'en empêche. Donc elle propose de les conditionner et puis de le leur rendre. Encore une fois, je ne sais pas exactement où on en est aujourd'hui, mais je ne crois pas que ça ait terriblement changé. Voilà. Et ça me semble important. Un autre problème pour pouvoir vendre des centrales est celui de la mise de fonds. Et là aussi, je pense que la Chine est mieux placée que d'autres, comme la France. Je veux dire, par exemple, que la France. Donc, je crois que la France demeure le pays le mieux placé pour le traitement des déchets. Non seulement la séparation des éléments réutilisables, mais aussi le conditionnement du reste et sur la préparation à l'enfouissement des déchets. Je ne peux m'empêcher de remarquer que la France a bradé son avance sur les réacteurs à neutrons rapides et j'espère qu'elle fera tout pour se rattraper. J'espère qu'on avancera au plus vite sur CIGEO et qu'on enfouira les déchets avant d'avoir de gros problèmes d'entreposage. Parce que l'urgence suivante, c'est celle-là. Et je ne sais pas si vous en parlez dans votre enquête, mais vous devez le dire. Si maintenant on se dit, bah, CIGEO, on a le temps, on n'a pas le temps. Il faut absolument que l'on soit en mesure rapidement d'enfouir les déchets ou on va avoir un autre énorme problème. Connu, et qu'il faut éviter à tout prix. Voilà. Bon, je m'arrête là pour mes préparations. Merci beaucoup pour ces propos qui sont très, très clairs et qui éclairent déjà sur l'intérêt du poste de haut commissaire, puisque finalement vous nous faites état d'un bilan conséquent qui tranche avec peut-être d'autres auditions que nous avons eues depuis. J'aurais une première question, comme vous concluez pas mal en parlant d'Astrid, sur vous, de votre point de vue à votre époque, les objectifs qui étaient ceux d'Astrid. Je dois vous avouer qu'au fur et à mesure des auditions que nous menons, j'ai le sentiment que les objectifs initiaux, alors cumulés, Super Phénix, Astrid, ne sont pas forcément les mêmes que ceux qu'on attribue au projet aujourd'hui. Entre l'équilibre, grosso modo, sur la souveraineté énergétique, c'est-à-dire la mobilisation de l'uranium appauvri d'une part, et la fonction surgénérateur, incinérateur de plutonium. Où est-ce que vous positionnez, à votre époque, les objectifs sur ce projet ? À l'époque, c'était plutôt, la pérennité de l'énergie nucléaire. Donc, c'était pouvoir
à utiliser. Enfin, la ligne qui avait été définie bien longtemps auparavant. Alors évidemment, on discutait aussi des possibilités de transmutation, etc. Mais c'était surtout pour pérenniser l'énergie nucléaire. Dans ce cas, quand on parle de fermeture du cycle, en réalité, on parle davantage de maximisation de la ressource en uranium que de réelle fermeture du cycle. Oui, que veut dire fermeture du cycle? C'est peut-être le cycle n'est jamais complètement fermé et évidemment il y aura toujours aussi des déchets supplémentaires. Mais c'est vrai qu'on peut utiliser la transmutation pour rendre ces déchets moins désagréables. Et donc des études étaient menées là-dessus en parallèle. À l'Académie, nous avons regardé ce genre de sujet de près. Peut-être que ça peut se faire disons pas forcément dans Astrid. Enfin, moi, je voyais Astrid plutôt comme un prototype de réacteur électrogène. Bon, du coup, j'en viens... alors, on va rester un peu sur la technique. Vous avez évoqué un rapport que vous avez produit qui arrive concomitamment à Fukushima sur ce qu'est alors la bataille entre... le Atmea d'Areva et le nouveau N4 de EDF, en fait. Qu'est-ce que vous préconisiez dans votre rapport? Moi, je préconisais Atmea, à tort ou à raison, parce que je donnais beaucoup d'importance à la sûreté. Si vous voulez, c'était l'histoire génération 2, génération 3. Pourquoi on a fait la génération 3? C'est la génération 2 avec plus de sûreté. Donc, et même avant Fukushima, je considérais que la sûreté, c'était importantissime. Évidemment, Fukushima, après Fukushima, on n'a plus parlé d'N4. Donc, à cause de ça, je poussais à... Alors, peut-être qu'il y avait aussi une petite question politique, c'est-à-dire avec quel pays veut-on travailler. Donc, il y avait Macheneau à l'époque, qui était la personne en charge de tout ça à EDF, qui avait beaucoup travaillé en Chine, qui s'entendait très bien avec les Chinois, et qui avait de grands espoirs que la France arrive à avoir une participation importante à la construction des futurs réacteurs en Chine. Après, les deux EPR, évidemment, ont déjà construit en Chine. Que ça qu'on continue sur cette voie, et ils pensaient à ce moment-là, il vaut mieux faire des N4. Et moi, je suis beaucoup dans l'international, j'y croyais pas trop. Je pensais que les Chinois, lorsqu'ils sauraient faire, ils feraient tout seuls. Et d'ailleurs, bon, je peux vous dire que je vois des choses similaires en astronomie. Alors là, en astronomie, je peux vous donner tous les détails. Donc, j'étais pas trop convaincue. Atmea, c'était avec les Japonais. Alors, même chose, j'ai travaillé avec les Japonais. Je me suis occupée de fusion quand j'étais directrice des sciences de la matière. Je me suis occupée pas mal de fusion. Et là, le Japon, à l'époque, était notre allié principal. Depuis, il faut dire qu'on travaille aussi beaucoup avec la Chine, puisque, évidemment, la Chine est aujourd'hui le pays le plus avancé en fusion, et celui qui va tirer tous les marrons du feu d'ITER. Hein. Mais bon, ça, c'est tout à fait dans la ligne de ce que je disais avant. Le Japon, avec qui, par exemple, nous avons construit un très important instrument d'astronomie à 5000 mètres dans le désert de l'Atacama, entre les Américains, les Japonais et les Européens, et c'était moi à la tête de la partie européenne. Donc, je les connais bien comme collaborateurs, et c'est des collaborateurs sérieux, loyaux. Voilà. Alors, je sais pas, peut-être que je ne devrais pas dire des choses comme ça. Non, mais il n'y a aucune restriction de ce que vous pouvez dire devant une commission d'enquête parlementaire, bien au contraire. Et donc, le modèle, parce que finalement, Atmea ou le N4, le nouveau N4, au-delà des questions de différence de sûreté, c'est un modèle économique qui se ressemble et qui est un peu distinct de l'EPR, en ça que c'est des usines d'un gigawatt. Quoi. Enfin, c'est ça, c'est surtout pour descendre au gigawatt. Et ça vous semble aujourd'hui encore pertinent? Non, à l'époque, le gigawatt semblait certainement plus vendable. Oui, c'est peut-être vrai maintenant aussi. À l'époque, je ne l'ai pas dit, mais dans un des CPN, on a décidé qu'il fallait que Atmea soit vu par l'ASN.
Et donc l'ASN a vu l'ATMEA et l'a certifié du point de vue de la sûreté. Ce qu'il n'aurait sûrement pas fait avec le N4 à l'époque. Donc voilà où on en était. Qu'est-ce qui est pertinent maintenant? Franchement, je ne sais pas vous dire. Moi, j'aurais une dernière question. Là, c'est le rapporteur. Finalement, vous nous dites que dans les 3 ans qui ont été ceux de votre mandat, vous avez eu 7 réunions du Conseil de politique nucléaire, donc avec le président de la République, enfin présidé par le président de la République, et 6 réunions du Comité à l'énergie atomique, donc présidé par le Premier ministre. Non, le Premier ministre n'est jamais venu. Désolé, j'aurais dû le dire. D'accord, au Comité à l'énergie atomique. Il n'est jamais venu au Comité à l'énergie atomique. On a eu les ministres. Je vous ai envoyé un document où j'ai mis qui était présent à chacun. Comme ça, vous pouvez voir quel ministre venait. Moi, je peux vous dire que Christine Lagarde, Valérie Pécresse, enfin, franchement, on les a tous vus au moins une fois, sinon plusieurs. Hein. D'accord, donc 7 réunions du Conseil de politique, pour le coup avec le président de la République, 6 du Comité à l'énergie atomique avec les ministres. Pourquoi est-ce que, de votre point de vue, et je sais que c'est un exercice que vous n'avez pas fait là jusque-là dans cette audition, je peux comprendre aussi que vous considériez que vous n'avez pas à y répondre, mais pourquoi finalement votre successeur nous dit moi j'ai fait 2 mandats de haut commissaire et j'ai eu en tout et pour tout 2 réunions. Oui, ben, j'avoue que je ne le savais pas, je l'ai appris quand j'ai vu son témoignage. Je n'avais jamais posé la question, on ne s'est pas beaucoup vu. Et je ne savais pas. Je ne sais pas pourquoi. Ça vous surprend? Oui. Oui, ça me surprend. Pas le CPN. Le CPN, je vous l'ai dit, a été créé pour un certain temps. On n'était pas obligé d'accepter. Mais c'est pour vous dire, quand j'ai eu le premier coup de fil en me demandant de venir témoigner devant vous, je sais que ma première réponse, c'est je ne vois pas pourquoi, je n'ai pas grand-chose à dire, premièrement. Et puis, deuxièmement, j'ai dit, de mon temps, l'énergie nucléaire était considérée au plus haut niveau de l'État. J'étais toute tranquille là-dessus. Et là, je vous en donne la preuve. Et du coup, peut-être dernière question pour éclairer notre commission sur une discussion qui s'est introduite entre les hauts-commissaires successifs. Quel est votre regard sur ce que certains ont appelé cette espèce d'organisation bicéphale du CEA? Vous nous avez démontré que ça n'était pas forcément simple pour vous non plus, ou de votre époque. Pour autant, ça a fonctionné. Ça a été en quelque sorte les propos également d'Yves Bréchet. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est utile? Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire? Est-ce que vous pensez qu'au contraire, c'est peut-être superflu? Je ne suis pas sûre que ce soit nécessaire. Voilà. Moi, je suis arrivée, j'ai trouvé ça. Et j'y ai pris ma place, je m'y suis adaptée, et puis bon, on me donne des règles et je les suis d'habitude, donc voilà. Mais c'est difficile, quand on a l'habitude de diriger, de tout à coup se trouver conseiller. Mais bon, il faut le faire, on le fait. Hein. Et alors le problème, c'est quand on a envie de diriger alors qu'on est au commissaire. Alors là, je pense qu'il y a pas mal de hauts commissaires qui ont marché sur les pieds des administrateurs généraux, et ça, c'est pas bon. Et là, effectivement, ça devient bicéphale, etc., etc. Donc, et la raison pour laquelle cela arrive, c'est effectivement que le poste a l'air à la fois si important et si peu important. Donc, c'est bizarre. C'est quand même bizarre. Donc, moi, je ne dirais pas que c'est indispensable de le garder. Mais ça ne veut pas dire que l'administrateur général doit être aussi au commissaire. Ça veut dire que il faut peut-être, c'est peut-être utile d'avoir une personne. Par exemple, Robert Dautré, avant d'être au commissaire, était directeur scientifique du CEA. C'est peut-être utile, il faut réfléchir, d'avoir une espèce de directeur scientifique qui fait poindre le... Moi, je vous dis, je me suis beaucoup occupée de faire poindre des synergies. Par exemple, j'ai créé un groupe sur l'environnement. On faisait de l'environnement partout au CEA. Mais les gens ne se parlaient pas assez. Donc, j'ai créé un groupe pour que tous se parlent. Et il existe encore. Et ils font une lettre qu'ils continuent à m'envoyer. tous les 3-4 mois, je reçois tous les projets de l'environnement du CEA.
enfin, c'était vraiment fructueux d'avoir créé cette synergie. Et bon, je vous dis, sur les énergies alternatives aussi, bon, on a trouvé plein de... Bon, quelqu'un, un scientifique au-dessus qui puisse créer ce genre de choses, c'est peut-être utile. Donc. Et donc finalement, ça n'est pas nécessaire, à condition que l'organisation du CEA laisse toute sa place aux scientifiques dans la direction du CEA. Enfin, finalement, c'est ce que vous suggérez. Oui, peut-être, mais peut-être que c'est utile d'avoir un scientifique qui regarde tout depuis le dessus, en y mettant plus de temps que, évidemment, ne peut le faire un administrateur général, même s'il y a un scientifique comme Bigot. En général, les autres, d'ailleurs, n'ont pas essayé de le faire. Mais... Donc, je ne sais pas. Et d'un autre côté, c'est peut-être vrai que c'est utile, comme a dit le suivant, qu'il y ait quelqu'un qui, cette fois-ci, soit franchement nucléaire et qui puisse conseiller le gouvernement sur les aspects mêlant science et nucléaire et qui soit vraiment écouté. Alors ça, ce serait très très bien, je pense. Très bien, monsieur le rapporteur. Alors là, on va vous demander un exercice nouveau, c'est-à-dire que le rapporteur ne dispose pas du même privilège de micro que moi, et votre micro et son micro ne peuvent pas être allumés ensemble. Donc c'est lui qui vient ici. Non. Ah. Donc il faut que vous coupiez votre micro pour qu'il puisse poser des questions. Et que vous le rallumez. Merci Monsieur le Président, merci beaucoup Madame Cesarski pour ces riches explications et merci aussi de nous aider à remettre en contexte les choses et de voir l'évolution dans le temps. Forcément, c'est assez parlant et ça aide beaucoup pour nous. J'ai un certain nombre de questions que j'essaye de poser dans l'ordre chronologique. Un certain nombre d'interlocuteurs ont esquissé, certains de manière neutre et d'autres en le déplorant, que le CEA soit devenu de plus en plus un organisme de recherche sur des aspects comme les énergies renouvelables, l'environnement au sens large, et certains l'ont déploré ou en tout cas considéré que ça avait amenuisé la part du temps et de l'énergie, si j'ose dire, consacrée à la recherche en matière nucléaire. Est-ce que, il n'y a aucune malice dans ma question, mais est-ce que vous pensez que le choix du haut-commissaire dont la formation initiale en physique n'était pas l'énergie nucléaire avait un lien avec ça? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez que les pouvoirs publics, à l'époque, vous ont nommé justement pour élargir le scope du CEA et mettre en place, enfin en tout cas, avoir cette pensée et cette vision sur d'autres sujets que l'énergie renouvelable, que l'énergie nucléaire, que vous avez par ailleurs menée, bien sûr? Écoutez, franchement, je ne sais pas. Moi, ce qu'ils m'ont dit, c'est que sur le nucléaire, ils pensaient que c'était utile d'avoir un œil nouveau. Parce que, effectivement, j'ai posé la question, vous savez que je ne suis pas dans le nucléaire, et ils ont dit, mais justement, c'est intéressant, sachant que, par exemple, ayant été directrice des sciences de la matière, j'avais eu à regarder plein de sujets différents. Donc, si vous voulez, je n'étais pas cantonnée à l'astrophysique, loin de là. Donc, et j'avais dû... par exemple, devenir une quasi-experte en fusion ou des choses comme ça. Donc, ils se sont dit que je pourrais apporter un œil nouveau. Voilà. Je ne pense pas que c'était pour me faire pousser les autres sujets. Merci. Qu'est-ce que c'est alors un œil nouveau quand on vient de l'astrophysique et de la science des matières sur les sujets nucléaires? C'était pour avoir un avis nouveau ou un regard nouveau sur la fusion? C'était pour observer les choses d'un autre point de vue que les évolutions incrémentales qui étaient en cours d'examen sur les réacteurs tels qu'ils existaient ou sur le cycle du combustible? Comment est-ce que vous expliciteriez cette question du regard nouveau? C'est eux qui ont dit qu'ils voulaient un œil nouveau, c'est pas moi. Donc moi, du côté du nucléaire, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup discuté avec les gens, les chercheurs, mais aussi avec les ingénieurs, enfin, etc. J'ai beaucoup discuté avec les gens. Et beaucoup mieux compris les problématiques. Et de ce point de vue-là, effectivement, je regrette, si j'étais restée 3 ans de plus, j'aurais peut-être pu en faire quelque chose. Je reconnais que je n'en ai pas fait grand-chose. Et après, on a eu de nouveau, finalement, toutes ces mêmes discussions à l'Académie, au comité de prospective en énergie. C'est-à-dire voir pas seulement ce qui avait été fait, mais voir ce qui restait à faire. Et les problèmes difficiles.
bien isoler les problèmes difficiles, essayer de les résoudre. Sinon, on a toujours un peu tendance à résoudre les problèmes pour s'y résoudre, et les autres, on les laisse. Et ça, en tant que scientifique, voilà, je pouvais apporter ça. Et j'ai avancé dans cette direction, mais je vous dis, face à cette DEN à laquelle on disait interdit de faire autre chose qu'Astrid, je ne pouvais pas avancer trop non plus. Donc c'était, je vous dis, mon grand sujet de dispute avec Bernard. D'accord, donc d'ailleurs, ce que vous dites semble résonner avec ce qu'on a entendu par ailleurs dans les descriptions du contexte de cette époque, c'est qu'il n'y avait pas d'inquiétude énergétique majeure, et donc il y avait une recherche qui progressait, mais comme il n'y avait pas d'inquiétude, en tout cas forte sur l'approvisionnement, sur notre capacité à construire des centrales, et j'en passe, il n'y avait pas peut-être ce sentiment d'urgence. Et d'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure que le combustible, la question de la disponibilité du combustible, n'était pas du tout une préoccupation à l'époque. Vous avez dit c'était pas du tout une préoccupation, on était sûr d'en avoir beaucoup. Effectivement, j'ai vu, justement, c'est dans ces 2-3 jours où j'ai essayé de ressortir des choses, mais tellement de choses en si peu de temps. Mais j'ai vu des choses sur les disponibilités. Ah non, c'est plutôt du côté de l'académie. Justement, dans les rapports de l'académie, il y a aussi une dizaine d'années, aussi, il me semble que c'était dans les rapports de l'académie, on expliquait qu'il y avait plein d'uranium, qu'on était tranquille pour un certain temps, mais que jusqu'à la fin du siècle, mais qu'après, ça pourrait être un problème. Tout le monde pensait qu'on était tranquille jusqu'à la fin du siècle, mais qu'après, ça pourrait être un problème et que donc, il fallait passer à l'étape suivante. Voilà. Tout le monde disait la même chose. Merci. Oui, donc c'était ce que, parce que je continue juste ce que je viens de dire, c'était ce pas de temps-là, c'était de dire, on commence dans les années 2010 à faire la recherche sur Astrid en ayant capitalisé sur Superphénix et Phénix, pour arriver ensuite à un avant-projet détaillé et se donner ensuite le temps de construire un démonstrateur, réacteur expérimental qui permettrait éventuellement ensuite de passer à une phase de production d'électricité de manière industrielle. Là, on est à la fin de la décennie et arrive donc Fukushima. Vous nous avez commencé à nous parler tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu plus précisément la manière dont Fukushima a fait évoluer, j'allais dire les réunions auxquelles vous avez assisté, mais tout simplement l'état d'esprit des dirigeants, des chercheurs. On sait qu'un audit a été lancé immédiatement après. Est-ce que vous avez senti dans la communauté scientifique, dans la communauté industrielle française, une secousse où finalement l'accident de Fukushima, c'était au Japon, avec une autre méthode de surveillance, enfin, en tout cas une autre organisation et supervision de la sûreté et de la sécurité nucléaire, qui faisait que finalement, bien sûr, nous avons pris des dispositions, mais l'inquiétude n'était pas à ce niveau-là. Je pense que la plupart des gens continuent à penser que nos centrales étaient sûres, mais qu'il fallait les rendre encore plus sûres suite à l'accident de Fukushima. Voilà. Et donc on a bien réfléchi. Ceci dit, évidemment, on se retrouvait dans la situation où on n'arrive pas à amener de l'eau parce que, pour des raisons bêtes, les Japonais, parce qu'il fallait que l'ordre remonte jusqu'au Premier ministre pour qu'on puisse faire quelque chose. Enfin, c'est invraisemblable. Donc, des choses comme ça. Maintenant, vous savez qu'on est tout prêt. On en a 2. Chaque centrale a 2 systèmes tout prêts à déverser de l'eau si jamais il arrivait quelque chose, etc., etc., etc. Donc, c'était certainement utile de faire ça. Je ne peux pas dire qu'on a eu peur et qu'on s'est dit « Ah mon Dieu, ça aurait pu nous arriver ». Non, on n'a absolument pas dit ça. On a dit « Ça n'aurait pas pu nous arriver », si c'est ça la question. Très bien, je vous remercie. Et la question suivante, c'est, vous avez donc à partir de 2009 de nombreuses réunions du conseil de politique nucléaire, une vraie discussion, le plus haut niveau de l'État est impliqué avec cette idée de relancer le nucléaire. Est-ce que en 2011, il y a un coup d'arrêt net
même si après il vous reste peu de temps en fonction. Est-ce que vous sentez un coup d'arrêt net, y compris au niveau des industriels, des chercheurs, au-delà même des responsables politiques, mais y compris les responsables politiques, qui intérioriseraient l'idée que après l'accident qu'on a connu au Japon, le nucléaire a du plomb dans l'aile? Sans aucun doute. Un arrêt général. Alors, de toute façon, pendant un an au moins, on n'a parlé que de sûreté. Après, je suis partie. Hein. Donc, c'était en mars 2011 l'accident, et moi, j'ai finissé en avril 2012, en même temps que l'élection d'ailleurs. Le changement de président, ça coïncidait. Donc, mais oui, absolument. Ce que je vous dis, un arrêt général, et on n'est jamais reparti de la même façon. Non. Et beaucoup avait à voir avec la médiatisation. Quand même, le public, on lui a laissé croire qu'il y avait 20 000 morts à cause de Fukushima, etc., etc., etc. Il fallait passer son temps à expliquer que c'était pas vrai. Alors, à côté de ça, moi qui étais donc au Japon quand c'est arrivé, le courage des Japonais, c'est autre chose. Bon. Je vous remercie. Une dernière question, enfin une dernière salle de questions sur la partie déjà été abordée, mais je voudrais prolonger sur la question des compétences, parce que vous y avez grandement contribué à la fois via l'Institut international de l'énergie nucléaire et puis aussi via le comité de filière nucléaire où vous avez travaillé sur la question des compétences. J'ai envie de vous demander comment vous avez perçu l'évolution des compétences chez EDF, l'ensemble des industriels de la filière nucléaire du début des années 2000 jusqu'à la fin des années 2010. Si ça a été une lente hémorragie, si il y a certaines alertes qui ont été données, ou en interne, ou au pouvoir public, est-ce que vous-même vous l'avez constaté, ou finalement c'était assez insensible et on se retrouve... Est-ce que d'abord vous partagez le constat d'un manque de compétences actuelles, et si oui, ma question se pose, et est-ce que vous pensez que ça a été insensiblement perdu, ou qu'au contraire régulièrement on s'alarmait du fait qu'on était de moins en moins capable de disposer de soudeurs, de personnes capables de construire une cuve, etc., etc. Je peux vous dire que quand on a fait cette étude, on savait par exemple qu'on manquait de soudeurs et qu'on avait du mal à trouver des gens qui voudraient prendre ce métier. Soudeurs en particulier, puisque ça demande quand même des compétences assez extrêmes et les gens ne se rendent pas compte. Donc oui, on commençait, mais on sentait, puisqu'on pensait qu'il y aurait la construction de nouvelles centrales, etc., etc., on sentait qu'on avait de quoi convaincre les gens, quoi. On se sentait assez conquérant avant. Mais quand on a fait ces réunions-là, là, c'était après Fukushima. Donc là, au contraire, on avait vraiment du plomb dans l'aile. Et on se disait, voilà, on aura besoin de tous ces gens, est-ce qu'on les trouvera? Alors après, je vous dis, j'ai pas été là pendant 10 ans, donc... mais l'impression que j'ai, c'est qu'effectivement, il y en a de moins en moins, quoi. Donc on a de plus en plus de mal. Avant, on avait le dessus du panier, et puis maintenant, je ne sais pas. Mais alors justement, enfin, à l'été 2011, vous co-présidez un groupe de travail au comité stratégique de filière nucléaire sur compétences et formation. Un certain nombre d'initiatives sont menées, un inventaire détaillé des besoins en compétences, des analyses post-Fukushima, enfin des analyses faites post-Fukushima pour attirer les jeunes, etc. Je pense qu'il y a un certain nombre de propositions qui sont faites de manière individuelle. Les entreprises du secteur, on a eu l'occasion d'en parler avec Framatome ou avec d'autres, se mobilisent, mais à leur échelle. Est-ce que vous avez le sentiment on a manqué d'une mobilisation plus générale au niveau des pouvoirs publics, des débouchés dans les entreprises ou des parcours de formation, qui explique que finalement la situation a l'air plutôt pire 10 ans après qu'au moment où on fait ce diagnostic? Voilà, encore une fois, je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas suivi, mais c'est vrai que j'ai vu que maintenant, avec le plan relance, il lance une université nationale nucléaire qui d'ailleurs met en question l'existence même de l'I2EN, ce qui ne me gêne pas du tout. Mais parce qu'à l'époque, donc, on se tournait plutôt vers les étrangers, mais maintenant c'est français qu'il s'agit de. Moi, j'essayais, je vous le dis, dans les formations que nous mettions, c'était pas uniquement pour les étrangers, c'était pour dire dans celle-là on accueille des étrangers, mais on essayait de suivre l'ensemble des formations.
Et on voit qu'il y a une mobilisation accrue de nouveau avec cette création de l'université, l'UNM, et c'est une très bonne chose. Donc, quand je lis la raison pour laquelle ils la font, oui, ils ont l'air de dire parce que les choses ont empiré. Mais disons, je l'ai appris en lisant à l'occasion de devoir venir devant vous le portail de l'UNM. Je vous remercie. Une dernière question un peu plus générale, vous m'en excuserez parce que vous êtes à la fois membre de l'Académie des sciences, vous avez été membre du Conseil supérieur des programmes. Comment est-ce que vous analysez l'évolution du rapport à la science? Notamment, j'imagine que vous suivez encore bien l'actualité et les informations parfois inexactes au mieux ou fausses au pire, qui sont diffusées ou crues par nos concitoyens, y compris en matière énergétique. Est-ce que vous avez l'impression que ça s'est fortement dégradé ou qu'au contraire, c'est un reproche qu'on fait de longue date à la connaissance du grand public et des décideurs publics et politiques sur le sujet? Est-ce que vous avez vous-même l'impression, même si vous n'en côtoyez plus depuis un certain nombre de temps, que la connaissance scientifique, ou en tout cas l'accès à la connaissance scientifique des décideurs, s'est détérioré? Oui, honnêtement, je dirais oui. Parce que je vous dis, à l'époque, bon, déjà, en tout cas, au Parlement, je rencontrais des gens très au courant, vraiment pointus. Alors, je ne sais pas où vous en êtes maintenant. Je vais hésiter, mais je vais le dire quand même. Je fais partie des, entre guillemets, conseillers, ou je ne sais plus, de l'OPEX. En réalité, on a très peu fait appel à nous. Mais à un moment donné, peut-être pas à cause de ça. L'OPEX a souhaité rencontrer des académiciens. Et je crois que un des sujets, c'était justement l'énergie nucléaire, puisque nous, ça nous tient très à cœur. Donc on a eu une discussion, je dirais presque à bâton rompu avec l'OPEX. C'était il n'y a pas longtemps, peut-être 1 an et demi. Hein. Et franchement, le niveau, c'était autre chose. Hein. Vraiment, il ne savait pas grand-chose. Et bon, voilà, je ne sais pas si vous y étiez, et si vous y étiez, je m'excuse, mais je ne sais plus qui y était. Ça a été à distance. Et voilà, c'était totalement différent. C'est tout ce que je peux dire. Sinon, sur les ministres, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ça dépendait des ministres, forcément. Christine Lagarde, elle comprenait tout. Ah, pas de problème. Valérie Pécresse, elle était au top. Bon, et puis je vais m'arrêter là parce qu'il ne faut pas... Les femmes étaient très bien. Nathalie Kosciusko-Morizet, très bien. Les femmes étaient très bien. Et elles essayaient de comprendre, vraiment. Je ne vais pas dire ça pour tous les hommes, voilà. Écoutez, sur cette conclusion pleine d'optimisme quant à l'évolution aussi du profil de nos gouvernants depuis ce temps, puis de la parité qui arrive. Je vous remercie très sincèrement, Madame Cesarski, pour le temps que vous nous avez consacré, pour les recherches préparatoires à cet entretien que vous avez mené, parce que c'est vrai que votre questionnaire est très dense et on sent bien que vous avez replongé, vous vous êtes replongé dans une période qui, mine de rien, s'est éloignée. C'est un exercice auquel beaucoup des personnes que nous auditionnons se plient, comme vous, avec beaucoup de bonne volonté, parce que une conscience partagée que c'est un bien commun dont nous sommes en train de parler et qu'il nous faut une forme de remobilisation collective sur cet objet qu'est l'énergie de façon générale et l'énergie nucléaire de façon plus particulière. Donc, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré et pour la précision de vos réponses. Nous poursuivrons nos travaux nos auditions jusque vers fin février avant de rentrer dans une phase de rédaction pour pouvoir remettre un rapport d'ici au mois d'avril. Est-ce que nous pourrons c'est un rapport qui sera public? Alors,
Je ne peux pas m'y engager. En réalité, c'est un rapport que le rapporteur va rédiger, qui sera ensuite soumis à la commission d'enquête qui décidera de sa publication, et à ce moment-là, on vous le transmettra. D'accord. Et s'il n'est pas publié, on n'y a pas droit. J'espère qu'il sera publié. Bien sûr. Le rapporteur également. Voilà. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, parce que je crois que en plus, vous avez occupé une fonction d'observateur et de conseiller essentiel à une période de chamboulement, je crois, dans la perception des enjeux énergétiques. Et je crois que cette audition, pour nous éclaire grandement dans ce qui est notre questionnement sur le processus décisionnel, hein, parce que notre travail, on n'est pas scientifique, c'est pas tant la technique que le processus décisionnel est la meilleure façon de prendre des décisions sur des sujets éminemment complexes et dont l'enjeu s'inscrit dans le temps long. Merci beaucoup, madame, et bonne soirée à toutes et à tous. Bien. Vous aussi, bonne soirée. Merci. Merci pour votre intérêt.